Ouagadougou ne dort pas cette nuit. Sous la pluie fine, des véhicules militaires traversent les avenues désertes, leurs phares découpant l'obscurité comme des lames inquiètes. À Bruxelles et à Paris, des appels discrets répètent les mêmes mots. Restaurer la démocratie, tandis qu'en coulisses, on prépare la chute d'un homme qui refuse de plier, Ibrahim Traoré. Si l'histoire de l'Afrique s'apprête encore à se réécrire, qui aura le courage d'en interrompre la main ? Le tonnerre s'éteint, ne laissant qu'un écho suspendu dans la nuit. Ce qui se joue à Ouagadougou dépasse le sort d'un seul homme. C'est la possibilité, pour un continent, de ne plus vivre à genoux. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a brisé les chaînes visibles et invisibles qui liaient son pays aux anciennes tutelles. L'enjeu pour les Africains est simple, conserver le droit d'écrire leur avenir. En défendant cette ligne, il a ouvert une brèche qui dérange. Un État du Sahel capable de dire non aux puissances, sans renier sa dignité. Mais derrière chaque indépendance proclamée, rôde une contre-offensive plus subtile, diplomatique, médiatique, financière. Ce n'est plus une guerre de tanks, mais de récits et de chiffres. Et si cette fois, le scénario échouait ? Si un peuple décidait enfin de ne pas rejouer le rôle du vaincu, alors la nuit du Sahel pourrait marquer l'aube d'un monde nouveau. 9 fois, c'est le nombre de coups d'État qu'a connu le Burkina Faso depuis 1960. 9 fois, la promesse de liberté s'est levée avant d'être étranglée dans son sommeil. Cette statistique n'est pas seulement un signe du passé, elle est le miroir d'un piège qui se referme encore aujourd'hui. Sous la lumière des palais européens, le mot stabilité sert à masquer une obsession plus ancienne, garder le continent dans une forme de dépendance politique. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris la tête du pays, il avait à peine 35 ans. Son parcours était celui d'un soldat formé dans l'austérité, non dans les salons diplomatiques. En rompant avec la présence militaire française et en défiant les institutions financières internationales, il a provoqué une onde de choc bien au-delà du Sahel. Pour certains, il était le héritier spirituel de Thomas Sankara. Pour d'autres, un idéologue dangereux. Mais au-delà des étiquettes, une même idée revenait. Le Burkina Faso n'entendait plus vivre selon les scénarios écrits ailleurs, se réveille à attiser des forces contraires. Dans les rues de Ouagadougou, les habitants voient des patrouilles militaires remplacer les affiches publicitaires, tandis que les médias étrangers décrivent un régime isolé. Pourtant, à chaque nouvelle adresse de Traoré, les places se remplissent de chants et de drapeaux. Ce mélange d'espoir et de crainte rappelle les années 1980, quand Sankara annonçait la fierté d'être debout. Aujourd'hui, les chuchotements reviennent, des réunions à Bruxelles, des mémos à Paris, des câbles vers Washington. Le langage est courtois, la méthode ancienne, isolé, déstabilisé, remplacé. Mais le temps a changé. Un peuple connecté, incrédule, observe chaque mouvement, et dans ce silence tendu, un pressentiment grandit. Cette fois, le piège pourrait se refermer sur ceux qui l'ont tendu. Dans un quartier périphérique de Ouagadougou, un vieil homme observe la ville depuis son perron. Il s'appelle Souleymane Ouedraogo. Ancien soldat sous Thomas Sankara, il garde encore le même béret fané, témoin d'une époque où l'espoir tenait dans un uniforme trop grand. Depuis quelques mois, il écoute à la radio les discours d'Ibrahim Traoré et hoche la tête. On a déjà entendu ces mots-là, mais cette fois, les gens y croient. Son petit-fils, étudiant à l'université Joseph Kizerbo, parle de souveraineté avec la conviction de ceux qui ont grandi dans les crises mais refusent la fatigue morale. Pour eux, la rupture avec l'ancien système n'est pas un slogan, c'est un test de dignité. À la fac, les cours sur l'économie politique deviennent des forums sur le Sahel nouveau. On dessine des cartes du continent sans frontières mentales, avec un centre à Ouagadougou plutôt qu'à Paris. Pendant ce temps, dans les marchés, les femmes commentent les hausses des prix et les promesses de production locale. Certaines y voient la preuve qu'un pays peut tenir sans les subventions étrangères, d'autres redoutent que la fierté ne remplisse pas les assiettes. Le pouvoir, pour elles, se mesure au sac de mil et au prix du sel. Entre le vieil homme et le jeune, une même question revient, faible mais insistante. Et si cette génération réussissait là où tant d'autres ont échoué ? Parce que le courage n'est pas de résister une fois, mais de tenir quand le monde regarde. Tout a commencé par des messages interceptés. D'abord quelques signaux brouillés sur les réseaux de l'armée, puis des ordres contradictoires venus de garnisons éloignées. Rien d'officiel, rien d'écrit.
seulement le silence inhabituel qui précède les secousses. Dans les rues, les habitants remarquaient des patrouilles plus fréquentes, des checkpoints dressés là où hier encore on vendait des mangues. La rumeur d'un mouvement circulait, aussi discrète qu'un souffle dans la poussière. Au palais présidentiel, les lumières restaient allumées tard. Ibrahim Traoré réunissait ses conseillers dans la salle des cartes. Sur la table, un plan du pays couvert d'épingles rouges. Chaque point marquait une unité suspecte. Les rapports faisaient état de réunions nocturnes entre officiers mécontents, d'appels venant de l'extérieur, de comptes bancaires soudain alimentés. À mesure que la liste s'allongeait, un sentiment glaçant s'imposait. Tout semblait parfaitement coordonné. Le kick-off arriva une nuit sans lune. À 22h, l'électricité sauta dans plusieurs quartiers. Les radios locales cessèrent d'émettre. Des véhicules anonymes circulaient, phares éteints. À minuit, des coups de feu isolés retentirent près du camp Lamizana. Pendant quelques minutes, le pays sembla retenu entre deux respirations. Puis le calme revint, plus lourd que le vacarme. Au petit matin, la télévision nationale diffusa un message confus parlant de sécurisation temporaire. Les habitants comprirent quelque chose se jouait au-delà des mots. Dans les marchés, on rangeait les étals. Dans les mosquées, on priait plus longtemps. Les familles rappelèrent les enfants. Ouagadougou se contractait comme un organisme qui sait qu'il va être blessé. Vers 9h, Traoré prit la parole, sans prompteur, sans uniforme cérémoniel. Sa voix grave, coupée par les interférences, résonna sur les ondes. Notre pays a connu trop de nuits volées. Cette fois, nous ne reculerons pas. Le ton était calme, presque fatigué, mais la détermination transperçait. Sur les réseaux, le discours fut partagé des milliers de fois en 1 heure. Dans les villages, des haut-parleurs improvisés diffusaient la même phrase, « Ne pas reculer ». Le climax se joua dans l'après-midi. Des blindés loyalistes encerclèrent la base suspectée d'abriter les mutins. Des drones non identifiés survolaient la zone. Un vent brûlant soulevait la poussière rouge. Puis le tonnerre des armes couvrit la prière du muezzin. Pendant 2 heures, personne ne sut qui dominait. Les communications restaient coupées, les journalistes réduits au murmure. À 16h, le drapeau restait au sommet du palais, symbole fragile d'un pouvoir encore debout. Quand la nuit tomba, la ville comptait ses plaies. Quelques vitrines brisées, des routes désertes, une tension suspendue. Les rumeurs parlaient d'arrestations, de trahisons évitées, de justesse. Dans la cour du palais, Traoré s'assit seul un instant. Il nota sur un carnet. Ceux qui écrivent notre chute ont oublié que nous savons lire. Au-delà des murs, les tambours d'une manifestation lointaine résonnaient. C'était moins un cri de victoire qu'un serment « tenir », parce qu'au Sahel, la paix n'est pas donnée. Elle se conquiert chaque nuit. Les chiffres ne racontent jamais tout, mais ils dessinent les contours du réel. Depuis la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, 3 tendances dominent: la sécurité intérieure, la production agricole et la perception internationale. On observe d'abord que les attaques recensées par l'état-major ont chuté de 27% entre 2022 et 2024. Ce chiffre ne dit pas que la guerre est finie, seulement que les zones autrefois perdues recommencent à vivre. Dans le nord, des écoles rouvrent après 4 ans de silence. Dans le centre, les marchés de Dori et Kaya reprennent leur rythme. Chaque % repris à la peur se traduit en murs reconstruits et en enfants de retour sur les bancs. On note ensuite que la production de céréales locales a augmenté de 18% sur 12 mois. Les coopératives, soutenues par l'État, ont remplacé certaines importations par du mil et du sorgho burkinabé. Derrière ce gain, il y a surtout un changement de priorité. Produire pour manger avant d'exporter pour payer. Les femmes des villages parlent désormais de récolte souveraine. Expression simple mais révolutionnaire. Chaque sac de grains supplémentaire est un vote silencieux pour l'indépendance. Enfin, la confiance des citoyens envers les institutions a progressé de plus de 20 points selon un sondage régional. Là où seulement 36% déclaraient croire en leur gouvernement, ils sont désormais 57%. La statistique peut paraître abstraite, mais elle signifie qu'un pays longtemps décrit comme épuisé retrouve l'idée de soi. Dans les cafés de Ouagadougou, on dit simplement « On ne veut plus être les figurants de notre propre film ». Ces données forment un tableau sécurité en hausse, économie réelle en sursaut, confiance restaurée. Pourtant, elles ne convainquent pas tout le monde.
Les institutions financières étrangères rappellent que la croissance du PIB reste fragile, autour de 2,4%. Les experts de Bruxelles notent la baisse des aides publiques au développement de 40%. Dans les chancelleries, on commente la stabilité sans prononcer le mot succès. Mais pour les habitants, la mesure est plus simple. Une ville où les lampadaires se rallument est déjà une victoire. Un salut échangé entre un soldat et un marchand vaut mieux qu'un graphique. Les statistiques sont des ombres, ce qui compte, c'est la lumière qu'elles laissent passer. Pourtant, chaque progrès attire une contre-attaque. Les rumeurs de sanctions économiques se multiplient, les marchés financiers ajustent leurs prévisions. Des banques occidentales suspendant leurs transferts, invoquant des procédures de vigilance. Ce langage neutre cache la vieille stratégie. Étouffer lentement ce qu'on a pu renverser. Traoré le sait. Il le dit souvent. Un chiffre peut mentir, mais sa tendance ne trahit jamais. Et tant que la tendance avance, même de quelques pas, le pays tient. Parce qu'au Sahel, chaque décimale est une bataille. Les critiques les plus sévères à l'égard du Burkina Faso partent souvent de constats légitimes. On avance d'abord le risque d'isolement. Pour les diplomates occidentaux, la rupture avec les anciens partenaires économiques est une fuite en avant. Sans investissement étranger, disent-ils, les infrastructures se dégraderont, les budgets se contracteront et la jeunesse, privée d'emploi, se détournera du projet national. Cette lecture s'appuie sur des décennies d'interdépendance réelle. Aucun pays sahélien n'a jamais soutenu seul sa balance commerciale plus de 3 ans consécutifs. On évoque ensuite la dérive autoritaire. Certains observateurs régionaux estiment que le pouvoir d'Ibrahim Traoré concentre trop de décisions dans un cercle restreint. Qu'en voulant protéger l'État, il risque de l'étouffer. L'histoire africaine regorge de dirigeants partis au nom de la libération et revenus sous le masque du contrôle. Même des soutiens sincères admettent la crainte. Comment préserver la discipline militaire sans sacrifier la transparence politique ? Pourtant, ces deux thèses, si solides soient-elles, omettent un élément central, le contexte. L'isolement supposé n'est pas une rupture totale, mais un réalignement. Les partenariats changent d'axe, de Paris à Bamako, de Bruxelles à Moscou, d'Assistana à réciprocité. Quant à l'autorité, elle s'exerce aujourd'hui sous le regard permanent des réseaux, des associations, des diasporas connectées. Un pouvoir surveillé en continu n'est plus absolu, il devient responsable par exposition. Les faits récents le prouvent. Malgré la réduction de certaines aides occidentales, les flux commerciaux intra-africains ont augmenté de 15% en un an. Et pendant que l'on accuse Ouagadougou d'opacité, le gouvernement publie chaque trimestre ses comptes publics en ligne, détail rarement cité. Ainsi, ce qui est présenté comme une fermeture ressemble davantage à une translation, d'un centre vers un autre, d'une dépendance vers un équilibre. Le débat ne porte plus sur le pouvoir, mais sur l'origine du regard qui le juge. Et c'est précisément là que commence le véritable tournant. La guerre a changé de forme. Plus de fusils visibles, plus de chars dans la rue. L'offensive passe désormais par les mots. Les dépêches diplomatiques deviennent des armes, les communiqués des champs de bataille. À chaque article publié à Paris ou à Washington, un message se glisse. Le capitaine est instable, le peuple désorienté. Ibrahim Traoré comprend alors que la résistance ne se joue plus seulement sur le terrain, mais dans la mémoire collective. Ce qui doit être défendu, ce n'est pas un territoire, mais une version de la vérité. Son équipe crée un centre de veille numérique, suivre les narratifs, repérer les fabrications, répondre sans censure. Dans les cafés de Ouagadougou, les jeunes traduisent ces discours, les partagent, les détournent, les amplifient. Chaque phrase devient un symbole, chaque photo une bannière. L'opposition médiatique à l'Empire naît dans un smartphone. La révélation est là. Le combat du siècle ne se gagne pas avec la force, mais avec la cohérence. Et celui qui contrôle le récit détient déjà la moitié du pouvoir. Au niveau national, le pays s'est redéfini autour d'un nouveau centre de gravité. Les administrations fonctionnent avec moins de moyens, mais plus d'initiatives. Les gouverneurs régionaux organisent leur budget sans attendre l'aide étrangère, et chaque province publie désormais ses comptes en ligne. Les slogans ont laissé place à des résultats concrets. Routes réouvertes, écoles réhabilitées, énergie solaire dans les villages. Ce n'est pas un miracle, c'est une discipline. Et si la pauvreté recule lentement, elle recule tout de même. Ibrahim Traoré a imposé une chose rare au Sahel.
le sentiment d'ordre sans oppression. Sur le plan diplomatique, le pays a fait de la rupture un argument. La sortie du cadre français n'a pas fermé les portes. Elle a forcé de nouvelles alliances. Avec le Mali et le Niger, une charte de sécurité commune a été signée, créant une zone militaire coordonnée. Des partenariats techniques avec la Russie et la Turquie remplacent certains accords anciens. À l'ONU, le ton burkinabé change. Moins de plaintes, plus de formules de coopération égales. La diplomatie s'apprend désormais en mode défensif. Écouter, répondre, ne jamais implorer. Dans la diaspora, l'effet est psychologique et profond. Des communautés installées en Europe ou au Canada reprennent la parole publique. Des mouvements d'étudiants organisent des conférences sur le modèle Traoré. On y discute de souveraineté énergétique, d'économie circulaire, de décolonisation cognitive. Pour la première fois depuis longtemps, le mot patriotisme n'est plus perçu comme un anachronisme, mais comme une référence. Cette fierté retrouvée agit comme une valve contre le désespoir migratoire. Un espoir silencieux voyage dans chaque valise. Enfin, au niveau quotidien, les signes sont minuscules mais multiples. Dans les villages du centre-nord, les réunions de coopératives se tiennent sans intermédiaire. Les radios locales diffusent des messages de sensibilisation plutôt que des spots publicitaires importés. Les enseignants parlent de pays utiles plutôt que de pays pauvres. Les jeunes volontaires repeignent les écoles, collectent des plastiques, organisent des ciné-débats sur la mémoire du Sahel. L'indépendance se traduit par un geste, réparer soi-même. Pourtant, tout cela reste fragile. Les prix grimpent, les pluies manquent, les pressions extérieures persistent, mais le rapport de force mentale a changé. Les Burkinabés ne se décrivent plus comme les victimes d'un système, mais comme les auteurs de leur survie. Et dans un monde où la perception vaut souvent plus que le produit intérieur brut, ce glissement vaut toutes les réformes. Dans le scénario de base, le Burkina Faso maintient sa ligne de souveraineté prudente. Les alliances régionales avec le Mali et le Niger deviennent le socle d'une défense commune, tandis que les financements venus d'Asie compensent partiellement le retrait occidental. La croissance reste lente, autour de 3%, mais stable. Les campagnes électrifiées et la production de céréales créant une forme d'autonomie pragmatique. Moins de discours, plus de résultats. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un dirigeant réaliste. Ni messie, ni rebelle, simplement un homme qui a tenu. Dans le scénario optimiste, les tensions s'apaisent et le pays devient le noyau d'un bloc sahélien plus intégré. Une monnaie commune est envisagée. Les corridors de transport ouvrent vers le golfe de Guinée et les jeunes cadres formés localement remplacent progressivement les conseillers étrangers. Les exportations minières sont renégociées avec des redevances plus justes, la confiance citoyenne se renforce et la diaspora revient investir. Dans ce scénario, Ouagadougou devient un symbole de résilience continentale. Le premier État du Sahel a passé de la dépendance à l'équilibre. Si cette trajectoire se confirme, elle influencera la gouvernance de toute l'Afrique de l'Ouest d'ici 2030. Dans le scénario pessimiste, les sanctions économiques s'alourdissent, les banques étrangères ferment leurs canaux, les exportations s'effondrent. Le franc CFA revient par la porte des besoins pressants. Les élites divisées cherchent des compromis avec l'extérieur. La population fatiguée s'interroge. Dans ce contexte, le pouvoir de Traoré serait contraint de se durcir pour tenir les structures, au risque de rallumer les fantômes du passé. L'État tiendrait encore debout, mais sur une ligne de crête entre fierté et fragilité. Dans la lecture stratégique, les trois chemins convergent vers une même constatation. Le temps joue contre l'improvisation. Chaque mois sans vision commune renforce les acteurs extérieurs et affaiblit le tissu local. La question n'est plus de savoir si le pays tiendra, mais comment il apprendra à tenir ensemble. Le prochain défi ne sera pas militaire mais pédagogique. Enseigner la patience comme forme de résistance. Pour ceux qui observent de loin, le Burkina Faso est devenu un test moral. Parmi les observateurs extérieurs, en Europe et aux États-Unis, le débat s'enferme dans des catégories familières, démocratie ou autoritarisme, ouverture ou fermeture. Mais les images en provenance de Ouagadougou dérangent ces cadres. Elles montrent un peuple qui, malgré la précarité, revendique la responsabilité de son destin. Les reportages les plus honnêtes admettent que ce n'est plus un putsch, mais une expérience politique. Parmi les Africains du continent, pour beaucoup, le nom d'Ibrahim Traoré est devenu un miroir. Il incarne la possibilité d'une souveraineté sans permission.
Dans les campus de Dakar, Bamako ou Lomé, on cite ces discours comme on citait autrefois ceux de Sankara. Même les sceptiques reconnaissent une leçon. Refuser n'est pas haïr, c'est définir sa place. Cette idée se propage plus vite que n'importe quelle alliance militaire. Parmi les Burkinabés eux-mêmes, la fierté s'accompagne de fatigue. Vivre debout, c'est aussi payer plus cher, attendre plus longtemps, douter plus souvent. Mais à chaque coup dur, la mémoire collective répond « mieux vaut peiner que plier ». Dans les quartiers populaires, les graffitis répètent cette phrase comme un proverbe nouveau. Alors, au lieu de juger, il faut comprendre. Ce peuple ne cherche pas l'exemple, il cherche la cohérence. Et peut-être qu'en le regardant avec moins d'ironie et plus de respect, on découvrirait que sa lutte parle aussi de nous. Chaque révolution qui veut durer doit devenir une méthode. Au Burkina Faso, la victoire ne sera pas un instant, mais une discipline collective. Pour que l'élan né autour d'Ibrahim Traoré se transforme en stabilité, 5 étapes s'imposent. La première étape consiste à institutionnaliser la souveraineté, créer une école nationale d'administration indépendante formant chaque cadre à la gestion sans tutelle, mesurer taux d'autonomie budgétaire des ministères après 24 mois. La deuxième étape vise à renforcer la production locale. Priorité aux intrants agricoles nationaux, micro-crédits communautaires et circuits courts, mesurés par des produits locaux dans la consommation urbaine. La troisième étape cherche à sécuriser la mémoire, numériser les archives de Sankara à Traoré, enseigner cette continuité dans les programmes scolaires, mesurer nombre d'établissements intégrant l'histoire contemporaine du Sahel. La quatrième étape entend bâtir la diplomatie horizontale. Remplacer l'assistance par l'échange de compétences, chaque ambassade devient un laboratoire d'innovation sociale. Mesurer projet Sud-Sud opérationnel par an. La cinquième étape veut rendre la parole au peuple. Institutionnaliser les forums de quart d'heure, espaces mensuels où citoyens et autorités dialoguent publiquement. Mesurer taux de participation communautaire. Ces 5 mouvements forment une spirale, pas une ligne. Ils s'enroulent, se renforcent, s'évaluent. Et s'ils réussissent, ils offriront ce que tout empire redoute, un pays qui progresse sans dépendre. Parce qu'au Sahel, la cohérence est la nouvelle résistance. La nuit de Ouagadougou n'est plus la même. Là où l'on craignait l'orage, on entend désormais le murmure des marchés qui rouvrent, les voix des enfants qui répètent des leçons sous des lampes solaires, les murs encore troués, gardent les traces d'une peur ancienne, mais le souffle du matin y circule. Dans le palais, Ibrahim Traoré ne parle presque plus. Il écrit des notes brèves, des rappels d'objectifs, des promesses non dites. Certains disent qu'il s'est endurci. D'autres voient en lui un homme qui apprend à durer. Ce qu'il symbolise dépasse sa personne. La persévérance d'un peuple qui refuse que son nom soit écrit par d'autres. Sous les arbres du centre-ville, des femmes vendent du mil en riant. Leurs gestes simples valent tous les discours. Dans la poussière dorée, un enfant trace un drapeau au bâton, rouge, vert, or, il lève les yeux, fier, et dit seulement « c'est chez nous ». Parce qu'au Burkina Faso, la liberté ne se proclame pas, elle se cultive. Ce récit n'appartient pas seulement au Burkina Faso, il parle à tous ceux qui, un jour, ont compris que la dignité coûte plus cher que la soumission. Dans chaque capitale du monde, il existe une rue, un quartier, une voix qui cherche encore le courage de dire non. Ibrahim Traoré n'a pas promis la victoire, il a simplement refusé la résignation. Ce refus, s'il devient contagieux, pourrait redessiner la carte invisible des consciences. Car chaque fois qu'un peuple se souvient, un empire perd un peu de pouvoir. Alors peut-être faut-il relayer cette histoire, non comme une leçon, mais comme un miroir. Se demander ce que nous ferions, nous, si la tempête frappait nos portes. Serions-nous spectateurs ou gardiens de notre propre mémoire? Le Burkina n'attend pas la compassion du monde, il invite seulement à la mémoire partagée, et c'est parfois ainsi que commence la justice, dans une voie qui refuse d'oublier.